on ne peut pas se féliciter de la situation. On n'était pas venu pour jouer le maintien, on était venu pour jouer les playoffs, et au final on redescend d'une division, donc on ne peut pas s'en féliciter. Et effectivement, voir que c'est les joueurs français qui tiennent la baraque, c'est pas ce qui avait été proposé initialement avec l'équipe, puisque si on recrute des joueurs étrangers, en général c'est des leaders pour des raisons économiques. Et il faut juste avouer que voilà, on s'est un peu planté sur le recrutement dès le début de saison, et voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut apprendre de ses erreurs pour construire l'avenir, tout simplement. La Betclic est cette année une division d'un niveau qu'on n'a jamais vu, je pense. Donc, oui, tiré par Monaco, par Paris. Oui, et puis par les 3 descentes. Donc, je pense que voilà, plein de choses se sont faites avec des joueurs d'un niveau un petit peu supérieur à d'habitude, et nous on est resté peut-être en retrait et on n'a pas mesuré suffisamment tôt que la Betclic Elite était à un niveau supérieur aux années précédentes. On a une saison de malchance, on a un mauvais recrutement, les nouvelles recrues dans la précipitation n'étaient pas à la hauteur du jeu proposé. Pas toutes, hein. On peut quand même citer Cooper, Doumbouya, même si, on va comme se poser la question, est-ce qu'ils ont aidé la chorale ou est-ce que la chorale les a plus aidés au final? Et Jalen Jones aussi, qui a été pas mal du tout, qui est encore là ce soir, qui n'a pas joué depuis oui, mois. Entre les blessures, les erreurs de casting, les errances de la Ligue, etc., etc. C'est une saison noire. Donc il y a pas, la responsabilité n'est pas à une situation, à une personne. C'est un cumul de, on va dire, d'anomalies. Le recrutement, la LNB concernant le match de Gravelines, les blessures. Voilà, au final, on a fait ce qu'on a montré, et le résultat est celui qu'on a vu avec cette descente en Pro B, et qui plus est, vous savez, quand on recrute en cours de saison, un joueur c'est possible, 2 joueurs c'est possible, mais quand on refait l'équipe en cours de saison, ça aurait été un miracle de s'en sortir. Et les joueurs qui sont venus, c'est qu'ils ont quelque chose à prouver pour eux. Je leur en veux pas, moi. DJ, je ne m'en veux pas. Sekou, je ne l'en veux pas, mais ils sont venus ici pour se reconstruire. En début de saison, vous avez affiché publiquement l'objectif play-off. Lorsqu'on avance sur la ligne de départ, parce que votre habitude, hein, c'était pareil la saison dernière, est-ce qu'on s'avance avec lorsqu'on s'avance avec le 16e budget du championnat, est-ce que c'est raisonnable de fixer l'objectif play-off? Est-ce que ça élève pas trop haut les attentes du public, de l'environnement autour de l'équipe, ou est-ce que c'est tout simplement une attitude de compétiteur de fixer l'objectif le plus élevé possible? Si on est dans le sport et qu'on n'a pas cet esprit de compétition, il faut pas y aller, quoi. Moi, je partage pas la méthode Giroud. Oui, de viser le maintien, quoi qu'il en coûte. Donc voilà, après j'assume, oui, moi je suis là. Même si, quand on fixe l'objectif maintien et qu'on fait mieux, finalement on peut dire on a fait mieux que les autres, on a dépassé les objectifs. Mais c'est un peu de l'hypocrisie, quoi. Donc moi j'affirme, voilà, on doit avancer, on doit gagner, on doit aller plus haut. Et cette année c'est une année sans. Voilà, mais c'est le sport. Il faut rester humble, c'est le sport. Et on fera mieux demain. L'écoulée, elle a été dure sportivement, humainement. Et c'est quoi votre sentiment ce soir? Soulagé de passer à autre chose? Comment vous vous sentez personnellement? Oui, soulagé, parce qu'on n'a pas vécu des moments exceptionnels. On a été quand même pendant quelques semaines sous pression, les uns, les autres, parce que quand les résultats sportifs ne sont pas à la hauteur de nos ambitions, ça crée forcément des tensions ou des animosités entre les uns et les autres, sur et en dehors du terrain. Donc aujourd'hui, oui, soulagé de reconstruire, soulagé de repartir sur une nouvelle histoire. Thomas Andrieux, vous avez officialisé son recrutement dès le début de semaine, très vite dès que la relégation a été actée. Thomas Andrieux, c'est la bonne personne pour ce projet Pro B, un homme qui connaît la Pro B, qui connaît la chorale de Roanne, même si c'était il y a 20 ans, et qui connaît également la formation. C'est également un signe fort envoyé sur cet axe-là. Oui, c'est la bonne personne, sinon je ne l'aurais pas pris. Non, oui, il coche beaucoup de cases dans notre projet. Lui qui est encore en course en play-off d'accession avec Champagne Basket. De réorganiser, de redynamiser le club. La Pro B est une division à part entière. C'est pas l'antichambre de. C'est rare qu'on réussisse en Pro B avec des joueurs qui ne connaissent pas la Pro B et avec des techniciens qui ne connaissent pas la Pro B. C'est une division à part entière. Il y a des spécialistes, hein. On en a eu des spécialistes. Oui, Alexis Tang, il a fait monter Roanne comme il a fait monter 1 milliard d'autres clubs. Mathis Keita est monté avec Roanne, avec Nancy. C'est un championnat. Donc Thomas connaît bien ce championnat, le maîtrise bien.
Donc ça c'est un point important parce qu'il faut juste être réaliste. Aller chercher le meilleur coach de Pro A, c'est pas lui qui le fera remonter de la Pro B à la Pro A parce qu'il y a des codes différents, il y a des joueurs différents, il y a des jeux différents, tout est différent. Ça c'est le premier point. Donc Thomas remplit bien cette case. Deuxièmement, Thomas connaît bien la formation et connaît bien les jeunes. Il a été en charge du centre de formation à Boulazac. Tout à fait. Et Thomas a aussi une fonction aujourd'hui qui est intéressante, que moi je trouve intéressante, c'est qu'il côtoie les équipes de France. Donc il connaît les jeunes prospects, dont beaucoup s'épanouissent en Pro B. Donc après, avant, je vais rien inventer. C'est peut-être égoïste pour la chorale, mais tant pis. Tous les coachs qui côtoient les équipes de France ont quand même des contacts en avant-première. Parce que notre métier, c'est que le réseau. Les directeurs sportifs qui sont encore en course, puisqu'on discute avec eux depuis quelques semaines, puisqu'on a commencé les discussions avec les directeurs sportifs avant le recrutement de Thomas Andrieux. Donc ont tous eu la même question, quels étaient pour eux les coachs, les 3 coachs qu'ils auraient sélectionnés. Donc ceux qui restent en lice avaient coché la case de Thomas Andrieux. À ce stade, il y a plusieurs joueurs qui sont sous contrat, vous allez peut-être me contredire, mais Maxime Ross, Antoine Dio, Alexandre Bouzidi, Théo-Pierre Justin, ce sont les 4 JFL sous contrat. Il n'y a pas de clause qui les libère, ni de clause d'ailleurs qui opère une réduction du salaire en cas d'enlégation. Donc aujourd'hui, contractuellement, ils sont liés au club. Après, tout à chacun peut décider d'un commun accord de se libérer du club. On a déjà échangé avec certains d'entre eux, on va continuer, le coach va continuer parce qu'il faut que ça rentre dans le plan du coach. Maxime Ross a fait savoir qu'il était partant pour la saison prochaine. Pas partant pour jouer avec la Chorale de Rouen. Maxime Ross est partant, nous sommes partants, donc Maxime Ross sera corallien l'année prochaine. Théo le sera aussi. Antoine le sera probablement, on ne s'est pas vu encore, mais le sera probablement. Et Alex, on l'a pas vu non plus, donc vraisemblablement à 300 000 € près, on sera au même niveau que cette année. Pourquoi ? Parce que on a à peu près, Monsieur Yves Nicolin l'a annoncé il y a quelques jours dans la presse et sur les réseaux, je crois qu'il resterait fidèle à ses engagements et soutiendrait dans cette passe un peu difficile de redescente en Pro B l'apport des collectivités locales et ferait tout pour que le département fasse de même. Donc ça, c'est quand même un signe fort et important. Ensuite, en ce qui concerne les partenaires privés, la plupart de nos contrats pluriannuels n'ont aucune clause de révision en cas de descente en Pro B. Et pour avoir échangé avec les plus gros partenaires, donc il n'y a pas de sujet. Et ils nous soutiendront de la même façon qu'ils nous ont soutenus cette année. Et pour ce qui est des abonnés et du grand public, comme vous l'avez dit, c'est presque une chance, puisque du coup on va repartir sur un nombre de matchs plus important que la Betclic l'année 19 prochaine. matchs à domicile. Donc au final, avec un point très fort et quelque chose de très positif, on va pouvoir rejouer le vendredi soir. Ça, c'était vraiment des points bloquants, notamment avec Squeak cette saison. C'est un point bloquant et ça nous a coûté quand même 80 000 € de recettes. Si on ne se développe pas dans d'autres compétences, dans d'autres domaines, oui, on a atteint un plafond de verre. Mais si on est dans cette construction, on a parlé beaucoup de sportifs, mais on a aussi toute cette construction de recapitaliser le club en créant une SASP, d'aller créer Choral Event. Voilà, vous allez être co-organisateur du tournoi de tennis de Rouen. On fait un premier essai avec l'organisation, la co-organisation du tournoi de Choral Open de Rouen. Donc oui, il faut qu'on aille chercher des revenus ailleurs, avec d'autres modèles. Quand vous parlez de parler avec Yves Nicolin de solutions pour trouver des nouvelles recettes, est-ce qu'il faut s'attendre à des travaux dans la halle, par exemple, que ce soit pour la restauration, l'accessibilité, des choses comme ça? Il y a des choses qui sont déjà... Non, déjà dans la halle, il y aura des travaux, parce que le cube va arriver, donc effectivement, ça va apporter quelques recettes supplémentaires. Et une kisscam. Comment ? Et une kisscam. Quelle sera l'utilisation de ce cube? Est-ce que ce sera uniquement un robinet à pub, ou est-ce qu'il y aura une utilisation comme on voit dans d'autres salles avec la dance cam, la kiss cam, tout ce que tu veux cam? Il faut une équipe technique sur place. Donc... Oui, on n'en est pas arrivé là encore. On va y aller petit à petit. Il ne faut pas que le cube nous coûte plus cher qu'il nous rapporte. Il y aura une rivalité en Pro B, c'est celle avec Saint-Étienne-Andrézieux, la nouvelle entité portée par l'investisseur d'Espinas. C'est bon pour la Chorale de Rouen d'avoir une vraie rivalité avec un club ligérien. Au contraire, c'est un rival redoutable pour la Chorale de Rouen. Non, c'est excitant. Et vous n'avez pas vu avec lui si vous voulez mettre 2-3 billets à Rouen, parce qu'il n'est pas loin.
Je connais bien l'investisseur, hein, c'est aussi un ami. Non, mais on est chacun dans notre domaine, donc on va essayer de se motiver l'un et l'autre pour aller le plus loin possible. Et pourquoi pas envisager demain avoir 2 clubs dans la Loire, en Betclic, ce serait quand même bien. J'ai eu peur, j'ai cru fusion. Roanne, Saint-Etienne, André, ça va être dur à prononcer. Et rendez-vous donc désormais au mois d'août pour la reprise, sans doute, quoique la saison attaque vite en Pro B, je crois. Ouais, attaque vite. Puis si on a une belle soirée le 13 juin avec nos partenaires, on espère pouvoir leur annoncer plein de choses. Parce que le 13 juin, c'est demain. 13 septembre, la reprise de la Pro B, nous précise Bertrand Randamel. Merci beaucoup. Rendez-vous la saison prochaine pour Active Chorale, le podcast, et pour la nouvelle saison de la Chorale de Roanne en Pro B, ou pourquoi pas, peut-être, en Betclic Elite. Merci, messieurs. Merci.